Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Pour cette vidéo, on va entamer la discussion, on va parler de l'immunité. L'immunité, c'est-à-dire l'intervention du système immunitaire. Le système immunitaire, il est formé par des cellules qui se trouvent dans le sang. Ce sont les globules blancs. Les globules blancs il y a trois types de globules blancs. Il y a, on appelle les globules blancs, ou bien les leucocytes. Il y a les lymphocytes, et il y a les mononucléaires, il y a les polynucléaires. Ces trois cellules forment le système immunitaire. C'est celui qui va défendre le corps vis-à-vis des microbes et des maladies en général. Pour entamer cette leçon, on observe ici une photo d'un jeune homme qui est blessé au niveau de la genou. On sait toujours que ces blessures guérissent très très vite. Mais auparavant, comment ces blessures guérissent très très vite? Mais auparavant, on va parler d'autres choses qui va nous mettre dans une situation scientifique. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici dans le document, ce qu'on voit là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une statistique au niveau de notre corps, c'est-à-dire le nombre de microbes dans certaines zones de notre corps. Par exemple, ici, dans l'air, il y a entre 200 et 700 par millimètre cube. Dans notre fosse nasale, il y a 10 à la puissance 8 par millilitre de sécrétion. Les sécrétions rejetées par nos fosses nasales, 1 millilitre, chaque millilitre comprend 10 à la puissance 8 microbes. Dans la bouche, dans la salive, il y a entre 10 à la puissance 8 et les 10 à la puissance 9 par millilitre de salive. Et vous allez vous rendre compte le nombre de microbes qui se trouvent dans la salive, dans les sécrétions. Ici, sur la peau, c'est entre 10 à la puissance 2 et 10 à la puissance 6 par centimètre carré. Une surface de 1 centimètre carré comprend entre 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 2 jusqu'à 10 à la puissance 6 microbes par centimètre carré. Dans le gros intestin, entre 10 à la puissance 11 et 10 à la puissance 12 par gramme de matière, la matière fécale, c'est-à-dire fadalat. Cette matière fécale, chaque gramme comprend entre 10 à la puissance 11 et 10 à la puissance 12 de microbes. Dans le sol, plusieurs millions par gramme, plusieurs millions par gramme de microbes qui se trouvent dans le sol. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un très très grand nombre de microbes dans l'air, dans le sol, dans l'eau, etc., mais aussi sur notre corps et à l'intérieur de notre corps. Cette situation va poser une question. Cette situation, je répète, va nous permettre de poser une question. C'est quoi? C'est comparer ce nombre de microbes qui se trouvent dans notre milieu en vie avec le cas de maladie. Par exemple, chacun de nous, il est tombé malade, il tombe chaque année. Combien de fois? Pour certaines personnes, ils tombent malades une fois ou bien 2 fois, certains 3 fois, etc. Ça diffère selon les personnes. Supposons qu'il y a 4 fois, ou bien 5 fois, ou bien 6 fois, ou bien 10 fois, etc. On va comparer le nombre de cas de maladie avec le nombre de microbes. Et on va se rendre compte très vite que le nombre de cas de maladie est très très inférieur, il est négligeable devant le nombre de microbes. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de microbes
un très grand nombre. On parle ici de microbes qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies, Le nombre de microbes pathogènes est très très grand par rapport au nombre de cas de maladie. C'est rarement qu'on tombe malade, malgré qu'on vive dans un milieu qui est plein de microbes pathogènes. Mais dans le milieu, mais aussi on les trouve sur notre corps, dans notre corps, mais c'est rarement qu'on tombe malade. Pour répondre à cette question, on va réfléchir d'une manière très simple. Comment on vit, comment il y a beaucoup de microbes, mais seulement un nombre très réduit de cas de malades. La réponse est tout à fait simple, c'est que on va dire qu'il y a quelque chose qui protège notre corps de ces microbes pathogènes. C'est-à-dire, il y a des barrières, il y a des obstacles qui empêchent ces microbes de provoquer des maladies. C'est pour cela qu'on va se poser la question, quelles sont ces barrières qui nous permettent de nous protéger contre ces microbes, malgré que ces microbes pathogènes existent dans notre milieu, existent sur notre peau, existent à l'intérieur de notre corps, mais c'est rarement qu'on tombe malade. C'est pour cela que ces barrières sont très très importantes, Pour ces barrières, il y a deux types de barrières. Il y a deux types de barrières qui empêchent l'entrée des microbes dans notre corps. C'est ces barrières qui nous protègent de ces maladies. Ces barrières sont de deux types. Premier type, on appelle les barrières mécaniques. Ils se résument en deux constituants. Il y a la peau et il y a les muqueuses. Il y a la peau et les muqueuses. La peau, c'est bien, c'est celui qui couvre notre corps. Les muqueuses, c'est le tissu qui couvre tous les organes qui sont ouverts. Par exemple, le nez, la bouche, les ovages, la trachée, les poumons, l'estomac, les intestins, l'appareil génital, l'appareil urinaire, les oreilles. Plusieurs organes sont tout à fait ouverts. C'est pour cela qu'ils sont tapissés, qu'ils sont recouverts à l'intérieur par un tissu qui sont les muqueuses. Les muqueuses qui couvrent notre organe dans sa partie intérieure, comme la muqueuse intestinale, la muqueuse nasale, la muqueuse buccale, la muqueuse de l'estomac, etc. Il couvre ces organes et c'est ces muqueuses qui empêchent l'entrée des microbes. Ils sont très entassés, les cellules sont très entassées, ils sont aussi imperméables à l'eau. Ils ne peuvent pas laisser passer l'eau. C'est pour cela qu'ils sont très efficaces à repousser les microbes pathogènes. La peau aussi, elle est très dure, elle est formée de deux couches qu'on va voir. La peau, lui aussi, il va se dresser comme un bon obstacle devant les microbes. Pour ces deux-là, on remarque ici, dans ce document-là, c'est une photo prise au microscope montrant des bactéries en vert à la surface de la peau. Voilà ces microbes. Ici, en rouge, c'est les cellules de la peau. Ces cellules qui empêchent l'entrée des microbes. En plus des autres, en plus de la peau et de la muqueuse, il y a aussi des cils, comme dans la trachée, c'est-à-dire la trachée qui emmène l'air vers les poumons. Il y a ces cils, ils sortent les microbes vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que ils sont toujours en mouvement et expulsent les microbes vers l'extérieur. Pour la peau, on sait que la peau est formée par deux couches.
La première couche qui est sombre là, c'est le derme. Et la couche interne, c'est le derme, c'est l'épiderme. Je répète, la couche sombre, c'est l'épiderme et la couche interne, c'est le derme. Le derme, c'est une couche qui est vivante, alors que le derme est supposé, c'est une couche qui est morte. Et surtout, à la surface, à sa surface, il y a des cellules. Il y a une couche qui est cornée, formée par des cellules qui sont mortes. Sur ces cellules-là, on voit, il y a ces microbes pathogènes. Et c'est ainsi que cette couche cornée qui est en perpétuel, c'est-à-dire toujours en desquamation, et desquamation continue, c'est pour cela qu'on peut se débarrasser de ces microbes. Une fois ils s'installent sur la peau, la desquamation par les vêtements, par les oreillers font par au bain, etc. On se frotte la peau. Une fois on se frotte la peau, on va éliminer plusieurs microbes qui sont installés sur la peau. Pour la peau, j'ai dit, il empêche, et il sécrète aussi une substance qu'on sait, la sueur. Mais avant, on en parle maintenant seulement des barrières qui sont mécaniques. Je répète, il y a la peau et les muqueuses. Pour les sécrétions là, voilà, avant d'entamer les sécrétions, on va voir une photo là. Ce sont les mucus. Voilà les cils. Voilà les mucus. Par exemple, le mucus au niveau du nez. Et c'est les microbes qui sont en jaune. Et les mucus, il va englober, il va coller les microbes. Une fois on se débarrasse du mucus, soit par le nez, soit par la bouche, soit par le mucus de l'oreille, cette matière qui est jaune, on va se débarrasser d'un grand nombre de microbes. C'est pour cela que rejeter du mucus, c'est un moyen d'éliminer beaucoup de microbes. Pour les autres, c'est-à-dire l'autre type de barrière, il y a, maintenant on a parlé des barrières qui sont mécaniques ou bien physiques, qui sont la peau et les muqueuses. Et aussi, maintenant, il y a les barrières qui sont chimiques, Les barrières chimiques, ce sont les sécrétions. Ephrasates, il y a sécrétion. Il y a beaucoup de types de sécrétions. Il y a au niveau de la peau, c'est la sécrétion, c'est la sueur. La sueur, elle est très acide. Il peut empêcher le développement des champignons. Au niveau des mucus, au niveau des larmes, ici les larmes, ils contiennent des larmes, ils contiennent des enzymes. Dans la salive, il y a aussi un enzyme. La sécrétion des glandes sébacées, c'est la sueur. Ici, la sécrétion par les voies génitales et les voies urinaires, c'est toujours ces sécrétions-là qui empêchent, qui détruisent, soit premièrement, elles empêchent le développement de certains champignons, bien certains microbes. Il y a la sécrétion, ou bien ils tuent les virus, ou bien ils tuent les bactéries, etc. Et c'est ainsi qu'ils se dressent comme un grand obstacle devant le développement des microbes pathogènes. Par exemple, l'estomac, on sait que c'est un milieu qui est acide. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécrétion qu'on sait, c'est l'acide, c'est le suc gastrique. Et le suc gastrique contient de l'HCl, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique. C'est un milieu acide qui empêche le développement des microbes. À l'intérieur des intestins, il y a aussi des sécrétions, et dans cette sécrétion, il y a des enzymes qui empêchent ou bien qui tuent les microbes, et c'est ainsi qu'on se débarrasse de ces microbes. Ces microbes qui arrivent à nos intestins sont éliminés par la matière fécale. Aussi, les urines nous aident à éliminer les microbes qui se trouvent dans l'appareil urinaire. Et c'est ainsi maintenant qu'on a
une vue qui est générale sur les différents obstacles, les barrières naturelles qui sont, j'ai dit, de deux types. Les mécaniques, je répète, ce sont les muqueuses et la peau, et les différentes sécrétions de notre corps qui forment les barrières chimiques. Ces deux barrières, empêchent l'entrée de microbes dans notre corps, et c'est ainsi qu'ils empêchent le développement de maladies. C'est pour cela que malgré un grand nombre de micropathogènes, il y a seulement des cas de maladies qui sont très, très rares. Maintenant, on va supposer que ces barrières-là s'adressent d'une manière très réussie devant les microbes, c'est-à-dire ils empêchent l'entrée des microbes, et c'est ainsi qu'ils empêchent les microbes de se développer, et c'est ainsi qu'on est en bonne santé et 0 cas maladie. Mais parfois, on tombe malade suite à par exemple, on tombe malade, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les microbes ont réussi à franchir, à dépasser ces barrières et entrent dans notre corps. C'est pour cela qu'on va passer à la deuxième situation, c'est au cas où on a une maladie. Parmi les maladies, par exemple, c'est une blessure. C'est une blessure très simple au niveau de notre corps, c'est-à-dire au niveau de la peau. Il y a une blessure par un couteau, par une matière, etc., une substance, ou bien voilà qui provoque, j'ai dit, une blessure qui va provoquer une plaie, c'est-à-dire une ouverture au niveau de la peau. Cette ouverture, cette lésion-là, va faciliter l'entrée des microbes. Pourquoi? Parce que les microbes se trouvent généralement toujours sur la peau. Une fois il y a lésion, il y a blessure, les microbes entrent directement. Et c'est ainsi qu'on aura une réponse immunitaire. Comment notre corps va réagir s'il y a une invasion, c'est-à-dire il y a une infection? L'infection, c'est quoi? C'est-à-dire l'entrée des microbes à l'intérieur de notre corps. Notre corps va réagir tout de suite. Voilà, par exemple, ici, on a une blessure au niveau du doigt. Et c'est ainsi qu'on aura une réaction qui est très immédiate. Cette réaction va généralement être comme celle-là. C'est une blessure au niveau du doigt, au niveau du pied. Et ce qu'on voit là, c'est une réaction immunitaire. Cette réaction immunitaire c'est une réaction immunitaire inflammatoire. استجابة مناعتية التهابية. يعني هذا هو الالتهاب. L'inflammation, c'est une signe de quoi? C'est une signe d'une infection. Si on voit ce gonflement-là, ces signes-là, on est sûr qu'il y a présence d'un microbe. Mais aussi, on est sûr que notre système immunitaire a réagi contre ces microbes et maintenant il entame sa démarche pour détruire ces envahisseurs, c'est-à-dire ces microbes. Il y a 4 signes pour cette inflammation. Il y a le gonflement, il y a la rougeur, et il y a élévation locale de la température, et il y a la douleur. Ces signes-là, je répète, ils sont des signes d'une infection, c'est-à-dire la présence de microbes pathogènes dans notre corps, et aussi ce sont des signes de la réaction de notre système immunitaire. Comment notre corps va entamer cette démarche, c'est-à-dire pour éliminer ces microbes. Une fois il y a entrée des microbes à l'intérieur de notre corps, il y a tout de suite une réaction qui est bien déterminée. Ici,
on voit notre peau, voilà le derme, voilà l'épiderme, voilà la couche qui est cornée, etc. Ici, par exemple, il y a une épine qui s'installe dans notre corps. Une fois qu'elle s'installe, il fait entrer avec elle, cette épine, des microbes. Et c'est ainsi que maintenant, la barrière qui est très importante, qui est la peau, a été franchie par les microbes. C'est ainsi qu'il y aura une réaction immédiate. Qu'est-ce qu'on remarque? Cette réaction, la voilà, c'est l'inflammation. C'est l'inflammation. C'est quoi l'inflammation? C'est une réaction du système immunitaire et il y a des signes. Il y a des signes. Quels sont ces signes? Ce sont les signes qu'on j'ai dit, qu'on connaît bien. Le premier signe, c'est le gonflement. Le gonflement, ces signes, ce sont locaux. Ces signes sont locaux, c'est-à-dire, ces signes, on les voit seulement, cette inflammation, on le voit seulement dans la partie infectée, dans la zone infectée. C'est pas une infection générale de notre corps, c'est une infection seulement locale. الخماج اللي هو دخول الجراثيم فقط هو محلي، وهاد لا رياكسيون هذه فهاد ردة الفعل غتكون حتى هي محليه. ما عندناش دابا لحد الان شي حاجه اللي هي عند انتشار في الجراثيم في الجسم كله، فقط اللي هي محليه. C'est pour cela que notre corps va réagir d'une manière locale et notre système va être, cette réaction va être locale. Si on compare les deux dessins-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, c'est une situation normale, ici, il y a un gonflement. C'est-à-dire, premier signe de l'inflammation, c'est le gonflement. Deuxième signe, c'est la rougeur. La rougeur, la partie gonflée va être rouge. Et aussi, si on touche cette partie, on trouve aussi assez chaude par rapport à la zone voisine, c'est-à-dire c'est une élévation locale de température, mais aussi on sent des douleurs. Pourquoi les douleurs? Parce que si vous voyez, il y a des terminaisons qui sont nerveuses. Ces terminaisons nerveuses vont être excitées. Et c'est ainsi qu'on va voir une sensibilité consciente. Excitation des terminaisons nerveuses qui sont les récepteurs sensoriels. Et il y a naissance d'un influx nerveux qui va être conduit par les nerfs sensitifs vers l'aire de la sensibilité générale et on ressent de la douleur. Et cette douleur varie selon les cas. Il y a des couleurs, parfois il n'y a pas de douleur, ou bien il y a des douleurs qui sont légères, parfois ils sont des légères qui sont très aiguës. Comment on va expliquer ces signes? Les 4 signes de l'inflammation, et c'est-à-dire ce sont des signes qui nous permettent de dire de conclure que notre système immunitaire a réagi envers cette infection microbienne. Aussi, on voit des éléments ici, ce sont les globules blancs. Voilà, ce sont les globules blancs. Et on voit aussi ici les vaisseaux sanguins. Si on compare le diamètre de ces vaisseaux sanguins, ils sont de diamètre normal, mais ici, il y a un diamètre plus gros que la norme. C'est-à-dire, il y a une dilatation. La dilatation des vaisseaux sanguins sont provoquées par une matière qui est sécrétée dans notre sang, qui s'appelle la kinine. Cette kinine est sécrétée très très vite après la blessure. Très vite après la blessure. Généralement, c'est entre 15 et 20 secondes. Après la blessure, il y a sécrétion de cette matière qui s'appelle la kinine. Cette kinine, c'est celle qui provoque la dilatation des vaisseaux sanguins. La dilatation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire l'augmentation de diamètre. Une fois il y a dilatation, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que le diamètre augmente, le débit sanguin, c'est-à-dire la vitesse, premièrement, la vitesse va diminuer, et puis le débit sanguin va diminuer.
C'est-à-dire, ici, il y a une agglutination, il y a une accumulation, une grande accumulation d'une grande quantité de sang. C'est-à-dire, le diamètre qui est maintenant, il est très grand. C'est-à-dire, dans cette zone, il y a beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Et le sang, on sait qu'il est rouge. Pourquoi rouge? Parce qu'il contient les globules rouges qui donnent la couleur. Et c'est ainsi que cette couleur rouge sera réfractée, sera reflétée par la peau. Et c'est ainsi qu'on va voir que la peau devient rouge. La rougeur vient de la présence d'une grande quantité de sang dans la zone infectée. Pourquoi? Parce que les vaisseaux sanguins sont dilatés. Et c'est ainsi que la vitesse du sang diminue et le débit diminue et il y a accumulation d'une grande quantité. Cette couleur sanguine va être reflétée par la peau et on voit que c'est ainsi qu'on voit la rougeur. C'est-à-dire que la rougeur, c'est un bon signe, c'est un bon signe. Cela veut dire qu'il y a une réaction immunitaire. On est content. Pourquoi? Parce que notre système a réagi. Pour aussi, la même chose va expliquer l'élévation locale de la température. L'augmentation de la quantité de sang, c'est celle qui va élever localement la température et c'est ainsi que la partie infectée va être un peu chaude en comparaison avec la partie qui est normale à côté. C'est pourquoi? Parce qu'il y a une grande quantité de sang. Le gonflement, c'est là, ce constituant-là qui s'appelle le plasma, c'est-à-dire le liquide de sang. C'est lui qui quitte les vaisseaux sanguins. C'est-à-dire, il y a une grande quantité de plasma qui sort et qui se trouve dans les tissus où il y a l'infection, c'est-à-dire, il y a les microbes. Ce plasma-là, il va quitter, c'est-à-dire, il va sortir. Normalement, on a dans les cellules toujours de la lymphe. C'est quoi la lymphe? C'est le plasma. C'est la lymphe dans les cellules interstitielles. Cette lymphe, elle est avec un volume qui est normal, quantité normale. Maintenant, ce volume-là va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une sortie qui est intense du plasma. Et cette sortie va provoquer le gonflement. C'est-à-dire que le gonflement aussi, c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un signe qui est positif. C'est quoi le gonflement? C'est tout simplement la sortie d'une grande quantité de plasma. Mais la question, c'est quoi? La question, c'est pourquoi le plasma sort. Le plasma sort. Le rôle du plasma dans le sang, c'est celui du plasma hors du vaisseau sanguin. Le plasma contient deux choses qui sont très importantes. Il y a d'importantes qui sont le dioxygène nécessaire à la respiration des cellules, soit les hémacées, ou bien les globules rouges, ou bien les globules blancs, ou bien les leucocytes, ou bien les plaquettes sanguines, etc. Et aussi, il y a le nutriment. C'est pour la nutrition. C'est pour cela que une fois ces cellules que vous voyez là quittent aussi la circulation sanguine vers la partie infectée, il y a aussi sorti du plasma pour leur offrir quoi? Le dioxygène et le nutriment. Et c'est ainsi que leur permettent aussi un déplacement qui est facile. Pourquoi? Parce que normalement, ils se déplacent dans un liquide. Pour se déplacer d'une manière très facile, il leur faut aussi un milieu qui est liquide pour faciliter leur déplacement. Et c'est ainsi que maintenant on a des bons signes, c'est-à-dire la rougeur, le gonflement, l'élévation locale de la température. Quatrièmement, c'est-à-dire il y a la douleur. La douleur, c'est pas un bon signe, mais c'est la présence, donne une idée sur la présence, la gravité de la situation. S'il n'y a pas de douleur, c'est-à-dire la situation est très simple,
Un peu de douleur, c'est plus grave que la première. Beaucoup de douleur, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'il y a excitation des terminaisons nerveuses. Ici, il y a plusieurs explications. La première, ça se peut que le microbe sécrète des matières toxiques, comme la toxine, et ces matières toxines, c'est ces matières qui excitent les terminaisons nerveuses. La sécrétion des microbes qui sont toxiques excite les terminaisons nerveuses et c'est ainsi qu'on va avoir des douleurs. Plus le microbe est plus pathogène, plus il sécrète de matière, plus le microbe est en grand nombre, il sécrète une grande quantité. C'est ainsi que ces terminaisons vont être excitées tout le temps et d'une manière de plus en plus intense. Pour aussi la douleur, il peut exciter par la matière qui est très importante que j'ai dit autrefois au début, c'est la quinine. La quinine aussi peut exciter. C'est une matière qui provoque la dilatation des vaisseaux sanguins, mais aussi il peut provoquer un peu de douleur. L'autre chose, le gonflement. Le gonflement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va presser, c'est-à-dire la partie gonflée. Au niveau de cette partie, les terminaisons nerveuses vont être pressées et c'est ainsi qu'on va avoir aussi des douleurs. Ça, c'est pour la réaction inflammatoire. Maintenant, comment notre corps, comment notre système immunitaire va détruire les intrus, c'est-à-dire les microbes. Cette méthode, cette intervention, c'est très facile. Là, voilà les étapes de cette intervention. Ici, on voit là une globule blanc, et ici, il y a plusieurs bactéries. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le phénomène de la phagocytose. La phagocytose, c'est-à-dire phagocyter. Phagos, cytose, les cellules, c'est-à-dire, voilà des cellules, voilà, ce sont les polynucléaires, il y a aussi les mononucléaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pratiquer la phagocytose. Voilà, ces quatre dessins, ces quatre montrent les différentes parties pour détruire une bactérie, par exemple. La première étape, c'est l'adhésion. Voilà la phagocyte, c'est-à-dire la cellule qui va pratiquer la phagocytose. La phagocytose. On a la phagocyte, c'est le bel'amia. La phagocyte, c'est la bactérie. Première étape, c'est l'adhésion. C'est la fixation. Il faut que la cellule fixe le microbe et cette fixation se fait au niveau de la membrane cytoplasmique. Pourquoi il y a fixation? Parce que ces globules blancs, ces phagocytes et ces polynucléaires possèdent plusieurs types de récepteurs. Plusieurs types de récepteurs qui se trouvent chez les bactéries. Et c'est ainsi que leur adhésion, que leur fixation est très facile. Une fois elle est fixée, il va débuter la formation de pseudopodes. Pseudopode, c'est une déformation de la membrane cytoplasmique qui va entourer la bactérie. En peu de temps, qu'est-ce qu'on va voir? Que la bactérie est tout à fait englobée, c'est-à-dire prisonnier dans une vacuole. Et c'est que dans la vacuole va être détruite. Elle est dans le cytoplasme, mais elle est dans la vacuole. La vacuole, on appelle vacuole de digestion. Il y a aussi des lysosomes qui sont produites par cette cellule. Ces gouttelettes de lysosome vont être déversées à l'intérieur de la vacuole. Et dans la vacuole, la bactérie va être détruite. Dernière étape, c'est l'ouverture d'une autre fois de cette vacuole et libération des déchets, rejet des déchets hors de la cellule.
Et c'est ainsi qu'il y a une destruction de cette bactérie selon plusieurs étapes qui s'appellent ces étapes de la phagocytose. Mais pour tuer tous les microbes qui sont multipliés dans notre corps suite à une infection, pourquoi? Parce que ils trouvent deux facteurs qui sont très favorables, qu'on connaît bien, c'est la température, 37 degrés, et la nutrition. C'est pour cela que maintenant, le microbe s'est multiplié, il est en grand nombre. Pour les tuer, pour les exterminer, il faut que cette phagocytose sera plus rapide que la multiplication des microbes. Sera plus rapide que la multiplication des microbes. Cela veut dire quoi? Si le temps nécessaire pour phagocyter une microbe phagocyter un microbe, maintenant, comment on va éliminer un grand nombre si on continue à seulement phagocyter un seul bactérie à la fois? Cette méthode, c'est pour comprendre, mais en réalité, ce que vous voyez là, c'est une globule blanc, et ici, il y a plusieurs bactéries, c'est-à-dire, il y a une phagocytose qui est multiple. Cela veut dire quoi? Qu'il y a fixation de plusieurs microbes à la fois. Plusieurs microbes à la fois. C'est-à-dire une phagocytose qui est multiple. Et c'est ainsi qu'on va voir ici une destruction d'un grand nombre de bactéries ou bien de microbes à la fois. C'est-à-dire, il y a deux vitesses. Pour bien comprendre, on va supposer deux vitesses. La première vitesse, c'est la vitesse de multiplication des microbes et la multiplication de la destruction, c'est-à-dire par la phagocytose. Il faut que la vitesse de la phagocytose, c'est-à-dire la vitesse de destruction des microbes, soit plus grande que la vitesse de multiplication. Comment elle va être plus grande? C'est par cette méthode. C'est quoi? C'est une fois, la phagocytose va être multiple, c'est-à-dire on peut phagocyter plusieurs microbes à la fois. Et c'est ainsi que la vitesse de destruction sera plus grande ou bien plus grande que la multiplication des bactéries. Et c'est ainsi qu'on peut éliminer ces microbes. Et maintenant, on va supposer que notre corps a réussi à éliminer cette infection locale. Comment on sait que notre corps a réussi à éliminer cette infection locale? C'est par les 4 signes qu'on a déjà vus, c'est-à-dire la rougeur, le gonflement, l'élévation de la température et la douleur. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque premièrement s'il y avait de la douleur. Il n'y a plus de douleur. Deuxièmement, la température va revenir à la normale, localement. Et diminution de la rougeur, diminution du gonflement. De plus en plus que notre phagocyte, c'est-à-dire notre globule blanc, réussissent à exterminer, à tuer les microbes, de plus en plus, on remarque que ces 4 signes de l'inflammation, ils disparaissent de plus en plus. Et après un certain temps, on voit que la blessure est guérie, et c'est ainsi qu'on revient à 0 cas de maladie. Et c'est ainsi que maintenant, après que la peau revient à son état normal, et entame toujours sa fonction, c'est-à-dire repousser les offensifs bactériens ou les offensifs des microbes. Et c'est ainsi que notre corps réussit, j'ai dit, à revenir à l'état initial, c'est-à-dire 0 maladie. Premier cas, j'ai dit, c'est notre corps, c'est notre système qui réussit à éliminer par la phagocytose et l'intervention des cellules phagocytes, c'est-à-dire les globules blancs, les polynucléaires et les mononucléaires. Cette intervention, c'est une réponse immunitaire, c'est une immunisation qui est naturelle,
L'immunisation naturelle comprend les obstacles et comprend la phagocytose, c'est-à-dire les cellules qui phagocytent les mononucléaires et les polynucléaires. Cette immunisation qui est naturelle se caractérise par deux caractéristiques. La première, c'est un moyen de défense. Voici c'est une réponse, c'est un moyen de défense contre les envahisseurs qui est très rapide, qui est immédiate. Pourquoi il est immédiat, il est très rapide? Parce que il est assuré, parce que il est par les cellules. Ces cellules-là, ce sont les globules blancs, les mononucléaires et les polynucléaires qui sont présents toujours dans le sang. Il leur faut seulement l'information, c'est-à-dire la sensibilisation. Il y aura toujours une sensibilisation par la sécrétion des matières chimiques dans le sang. Une fois ces matières sont reçues par ces globules blancs, c'est une reconnaissance, c'est une sensibilisation et il y a une réaction qui est immédiate. Aussi, c'est une réponse immunitaire qui est non spécifique ou bien naturelle. Qui sous un naturel non spécifique, c'est-à-dire on parle des espèces de microbes. Ces globules blancs vont attaquer tous les microbes sans distinction. Cela veut dire quoi? Qu'ils ont la capacité de reconnaître des microbes et c'est ainsi qu'ils vont réagir contre toute infection. C'est pour cela qu'il est non spécifique, c'est-à-dire غير نوعية. Non spécifique, c'est-à-dire, on peut redire, c'est-à-dire naturel. Naturel, c'est-à-dire, on est tous semblables, on a toujours la même réaction. C'est-à-dire, les globules blancs d'une personne possèdent les mêmes capacités, les mêmes récepteurs, comme les autres personnes. Les récepteurs, qui sont très multiples, que possèdent ces phagocytes, ces globules blancs, c'est ces récepteurs qui leur permettent de réagir et d'attaquer tous les microbes avec un grand pourcentage. C'est-à-dire, il y a des cas où ces phagocytes ne connaissent pas, ne peuvent pas attaquer. Pourquoi? Ils n'ont pas la capacité de le savoir parce que n'ont pas ces récepteurs qui se trouvent au niveau de la membrane cytoplasmique. Et c'est ainsi qu'il y a des cas où des microbes s'échappent à ces phagocytes. Et c'est ainsi qu'on aura un troisième cas. C'est qu'il y a une infection et cette infection va sortir du normal, c'est-à-dire il va être généralisé. Pourquoi? Parce que ces cellules n'ont pas reconnu le microbe, ou bien le microbe se développe très très vite, se multiplie très très vite, et c'est ainsi qu'il va se répandre dans notre corps. C'est-à-dire que ces leucocytes-là n'ont pas réussi à détruire l'envahisseur. Et c'est ainsi qu'on va voir le troisième cas, c'est comment notre corps va réagir contre cette infection qui est générale maintenant. L'infection locale, et après maintenant il va se généraliser, et notre corps va réagir d'une autre façon, et on va parler de l'immunité qui est spécifique, au contraire de cette immunité qui est non spécifique. Et c'est le sujet du prochain vidéo, Inch'Allah bi'idnillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.